Alors, donc, je suis José Germain, donc moi je suis un consultant indépendant numérique responsable et qui a un parcours dans les télécommunications. Donc c'est avec beaucoup de gourmandise que j'ai découvert l'arrivée de ce référentiel. Et donc l'idée c'est de partager ça avec vous et de vous donner effectivement des clés, alors, un peu d'historique et des clés également de l'utilisation dans ce qu'il a voulu. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que chacune d'entre vous se présente rapidement et après on va commencer un peu la question. Oui. Marilyn Barriot, Société Infracom, j'en suis la dirigeante et nous sommes un opérateur de services numériques et nous intervenons pour déployer des solutions de téléphonie d'entreprise depuis plus de 30 ans. Voilà, on commercialise aussi bien des solutions numériques, des types de PABX et jusqu'à la solution de communication unifiée qui est dans le cloud. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une expertise. Bonjour, Sébastien Loss, Télécommunications. C'est également un intégrateur de solutions numériques, solutions réseau, sécurité, téléphonie d'entreprise, et également un opérateur télécom pour les entreprises qui offre ses services pour ses clients. Donc il intervient aujourd'hui pour apporter son expérience terrain sur les réseaux. On a le vice-président de Logique qui a eu la chance de participer à ce comité très bien entouré aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Julia Millière de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et je travaille sur les méthodologies pour évaluer les impacts environnementaux du numérique. Je suis ravie d'avoir aussi participé à ce projet. Bonjour à tous, Sophia Nicassol, Société Appel Data Center et consultante en numérique responsable sur un sujet assez large. Donc, du coup, on a contribué au projet sur la partie coordination et puis à l'avoir d'expertise méthodologique sur la méthodologie d'ACV et sur la partie data center. Les participants, n'hésitez pas à parler un peu fort parce que oui. Bonjour, Laurent Silvestri, donc je suis président du Club des dirigeants réseau et télécom, qui est en fait un think tank qui rassemble 250 acteurs, éditeurs, équipementiers, opérateurs d'infrastructures, opérateurs de services, intégrateurs, qui accompagnent la numérisation des entreprises sur tous les enjeux réseau et télécom. Je suis aussi fondateur d'un fournisseur de solutions de communication d'entreprise européen et pas américain, il y en a. D'ailleurs, on est le premier acteur européen, qui s'appelle Destiny. Nos concurrents sont Zoom, Microsoft et consorts, plutôt américains généralement. Et puis en parallèle, je suis président fondateur d'une fondation qui s'appelle Act for a Better Planet et qui œuvre pour un monde plus responsable. Merci. Ça tombe bien, Laurent, parce que la première question est pour toi. Donc, d'abord, pourquoi ce projet? Déjà un petit peu de genèse, un petit peu d'historique. Oui, alors pourquoi ce projet? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'empreinte environnementale du numérique. On a parlé des data centers, on a parlé des fournisseurs d'accès notamment, des opérateurs, mais on ne parle pas beaucoup de l'utilisateur. L'utilisateur étant, évidemment, à la maison, nous, avec nos box ou nos smartphones, mais il y a aussi l'entreprise et puis les collaborateurs de l'entreprise. Moi, j'ai dédié ma vie professionnelle aux télécoms d'entreprise. Je suis entrepreneur depuis 25 ans. J'ai accompagné les entreprises dans beaucoup de sujets de transformation, mais aussi avec le CDRT, accompagner les acteurs de cette transformation. Donc on a évidemment des innovations continues. On a des sujets réglementaires qui sont là en continu aussi, des changements de business model pour les fournisseurs avec le passage au cloud et les abonnements mensuels. On a beaucoup d'accompagnement à amener, notamment à travers le CDRT, mais on accompagne surtout des entreprises et ces entreprises, elles aussi, ont de nombreux enjeux. Alors on a parlé de très haut débit, on a parlé de cybersécurité, les moyens de communication qui passent au cloud, la collaboration qui a sauvé toutes les entreprises pendant le Covid, avec ces fameuses plateformes web. Donc on a vraiment, au sein des entreprises aussi, finalement, des besoins 360 qui sont complexes
qui sont complexes pour les DSI, qui sont complexes pour les décideurs, pour les intégrateurs qui vont y répondre, pour les opérateurs. Et c'est vraiment des besoins 360. Et aujourd'hui, la sobriété numérique ou la responsabilité numérique, ça devient un nouveau sujet qu'il faut adresser. Et on voit bien que pour faciliter les choses, et c'est un peu tout le sujet de cette démarche en fait, il faut amener de la clarté, de la méthodologie, de la sensibilisation, de la formation, des outils qui vont permettre en fait d'amener un message clair qui va mener à l'action. Alors peut-être d'abord à la mesure, mais aussi à l'action. Et puis un des sujets qui est pour moi le plus important, et je suis fournisseur de solutions de communication d'entreprise, donc on est encore plus responsable quand on est fournisseur. On se doit d'amener à nos clients et aux utilisateurs des outils qui sont éco-conçus, des outils hardware ou software évidemment, et on se doit surtout d'amener des moyens de sensibilisation, de formation de l'utilisateur dans le cadre des usages. Et donc en fait, la problématique est là. J'ai eu la chance de rencontrer Romuald dans le cadre de l'organisation d'un événement CDRT en partenariat avec Ecologic, dont on sait à la fin de vie des produits, pas la nôtre. Et en fait, Romuald est passionnant. On a pu rapidement partager des sujets et en fait, il a compris mon engagement et il a surtout mis à disposition son réseau de connaissances, les experts qui allaient permettre en fait de se positionner sur ce projet perfecto de l'ADEME et puis réunir les acteurs experts qui vont bien pour le réussir et puis voilà aujourd'hui quoi. C'est une excellente transition pour les Romuald. Alors, comment ça s'est organisé? Est-ce que tu peux approfondir un petit peu comment s'est organisé ce projet? C'est vrai que Laurent en a déjà dit beaucoup, mais en fait j'aime bien rappeler que si on est là aujourd'hui, c'est vraiment une initiative qui ressemble à la raison d'être de l'AGIP, c'est-à-dire rassembler et faire travailler l'intelligence collective. Et ça, c'est vraiment des vertus incroyables quand on met les personnes entre elles avec chacun a besoin d'expertise, on a toujours des choses incroyables et je pense que c'est ce qu'on a réalisé. Ce que je trouve particulièrement aussi intéressant dans notre rencontre, c'est qu'à l'origine, on s'est rencontrés grâce à un événement Planète Équerre, un partenaire, mais Planète Équerre dont l'objet est de rassembler tous les acteurs, toutes les initiatives, et donc on a été amené à intervenir lors d'une conférence. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontré avec Laurent et Laurent m'a dit voilà, j'ai une fondation, comment je peux être utile et de là, on a fait bien, on en a parlé à la ville, parce qu'on travaille, on a un bureau qui fonctionne de manière très active et qui est en agilité constante et qui rebondit. Et on savait qu'il y avait l'appel à Perfecto qui était en cours. Et voilà, l'alignement des planètes, des étoiles, on rencontre Laurent. Il y a un besoin de développer un référentiel sur la partie réseau télécom et cette volonté de Laurent de participer à son niveau pour l'ensemble du métier. Et c'est ce qui a fait que voilà, on s'est dit allez banco, on y va. Il va falloir quand même qu'on se structure. Dans nos membres et dans notre bureau, on a la chance d'avoir un acteur comme APL qui nous a beaucoup aidé dans la démarche et qui était le référent évident, vu qu'il a lui-même participé au référentiel maire et qui participe à d'autres référentiels filles, mais tous ces petits mots, tous ces petits acronymes vont vous être expliqués. Voilà. J'espère que c'est une très belle rencontre et c'est une intelligence collective aboutie qui va nous permettre de restituer aujourd'hui le début, parce que ce n'est qu'un début, le début de nos travaux. Très bien, merci. Alors justement, c'est une excellente transition. Julia, effectivement, tu représentes l'ADEME ici, mais quels étaient les besoins de l'ADEME en la matière, justement? Pourquoi cet appel à projet? Alors, donc oui, en effet, ce référentiel et ce projet fait écho à une série de réglementations qui sont arrivées récemment et qui ont poussé en fait à
à pousser les acteurs à faire de l'éco-conception, donc à regarder pour leurs services numériques quels sont les impacts environnementaux et à mesurer ça de la même manière. Une étape très rapide des différentes lois qui ont été votées récemment. D'abord la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit pour les opérateurs télécoms de fournir l'empreinte carbone de leurs abonnés, enfin de la consommation de données de leurs abonnés. Et dans ce cadre-là, on a lancé des premiers travaux pour travailler sur une méthodologie commune entre les opérateurs pour évaluer ces impacts environnementaux. Et puis ensuite, la feuille de route du gouvernement, jusqu'à très récemment la loi REEN de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui prévoit un certain nombre de choses et dont des recommandations fournies par l'ARCOM sur les impacts environnementaux des plateformes de vidéo en ligne. Donc en fait, c'est des premières mesures qui poussent finalement les acteurs à pas seulement mesurer, ce qui est important, mais comme on ne fait que de le dire depuis ce matin, déjà on peut faire beaucoup de choses sans mesurer, parce que les principaux enjeux environnementaux liés au numérique, on les connaît. Mais c'est vrai que c'est important de mesurer de la même manière si on a envie de communiquer, de sensibiliser les personnes au niveau des usages, comme tu l'as dit Laurent, et de se baser sur des méthodologies qui sont vraiment les mêmes pour tous. Donc sur le même périmètre, les mêmes indicateurs, les mêmes données, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que vient s'inscrire ce référentiel qui vient compléter donc les deux premiers, voilà un petit schéma qui est bien pratique parfois, qui vient compléter le référentiel maire qu'on appelle RCP, donc c'est un référentiel, un produit catégorie rule, donc un référentiel d'affichage environnemental qui vise globalement à définir les mêmes règles sur le périmètre, quelles phases du cycle de vie prendre en compte, les indicateurs environnementaux à prendre en compte, la qualité des données, jusqu'où on va, etc. Donc ce premier référentiel maire a été développé dans le cadre de la loi AGEC et se base sur des normes environnementales existantes, les normes internationales de l'analyse de cycle de vie, tout simplement. Et il y avait un besoin fort de continuer à développer des référentiels enfants, donc qui vont spécifier pour un service numérique très spécifiquement quelles sont les règles à définir. Donc un premier travail a été fait sur la fourniture d'accès Internet, mais c'est vrai qu'il y avait besoin de compléter la partie réseaux locaux en entreprise, téléphonie, et la partie data center et service cloud qui est aussi en train de se développer. Il y a encore plein de choses à faire. Et là, c'est vraiment un exemple de projet qui aboutit super bien. Que l'ensemble des acteurs ont été rassemblés et il y a eu aussi des cas pilotes pour tester la méthodologie et intégrer directement dans le référentiel des retours d'expérience. Mais Sophia va le faire maintenant. Mais tout ça pour dire que, donc oui, l'appel à projet Perfecto qu'on avait lancé, l'objectif c'était de venir compléter ces référentiels, et c'est l'AGIT qui a été lauréat parce que vous rassembliez tous les acteurs de l'écosystème. Et voilà. D'accord, ça anticipait un peu l'esprit sociologue, c'est pourquoi avoir choisi ce projet justement, pourquoi il était lauréat. Okay. Et ben voilà. Vous savez tout déjà. Ma question suivante est pour Sophia, finalement, c'est déjà à qui ça s'adresse? Alors, peut-être que vous pourrez compléter. Dans cette méthodologie, on traite 4 unités fonctionnelles, 4 aspects. On propose une méthodologie qui permet d'évaluer la fourniture d'un réseau local d'entreprise. Donc finalement, c'est les utilisateurs dont parlait Laurent tout à l'heure.
qui auront besoin d'évaluer l'impact environnemental de tous les équipements physiques utilisés pour pouvoir partager de l'information à l'entreprise. Et puis, ça s'adresse aussi à toutes les entreprises qui veulent, donc ça c'est pour la partie fourniture d'accès, et ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent évaluer un service numérique, type passer un appel en visioconférence pendant 1 heure ou passer un appel audio en one-to-one pendant 5 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un service numérique. Pour l'évaluer, il faut évaluer le périmètre terminal, ce que coûte le terminal sur sa base de fabrication, utilisation, etc. Le réseau, dont le réseau local d'entreprise, et la partie data center où sont stockées les données. Et peut-être que c'est un... Ouais, peut-être que Romuald, tu veux en parler. Ok. Non, par exemple, au niveau OCD, quels ont été les critères retenus au niveau OCD? Alors, effectivement, on a utilisé la méthodologie d'analyse de cycle de vie, donc il faut garder en tête, et je crois que ça a été dit plus ou moins depuis ce matin, c'est que quand même on parle de cloud, quand même on parle d'un appel, derrière il y a pas mal d'équipements physiques qui sont mobilisés pour pouvoir délivrer le service. Et donc du coup, pour avoir ces équipements, il y a de la fabrication, il y a des procédés spécifiques, des matériaux utilisés. Il y a un impact sur cette phase de fabrication d'équipements, il y a un impact aussi sur la phase d'utilisation du fait de la communication et de l'échange des données sur les réseaux notamment, et puis il y a des données stockées dans des data centers, et on en a parlé juste avant. Donc on utilise la phase fabrication, utilisation et fin de vie. Et aussi on a une approche multicritère. On entend très très souvent parler d'empreinte carbone, de plus en plus d'empreintes environnementales, donc on va au-delà du GMS. On a intégré plusieurs indicateurs comme, alors, pas l'épuisement de ressources en eau, mais l'acidification des sols, l'épuisement de ressources et des matériaux rares, etc. Je crois qu'il y en a 5 au total qu'on impose dans ce référencement. Alors comment ça marche? Comment vous l'utilisez? L'idée pour les... Enfin, une fois que le référentiel sera publié, l'objectif derrière, c'était de permettre à toute entreprise qui souhaite communiquer, évaluer son empreinte environnementale, de communiquer en interne et évoluer aussi sa performance environnementale, faire évoluer sa performance environnementale, puisse avoir une méthodologie assez cohérente et commune. Donc l'objectif de comment ça marche, on utilise cette méthodologie, on arrive à identifier les unités fonctionnelles, on a aussi identifié l'ensemble des équipements qu'il est nécessaire d'intégrer dans cette évaluation d'impact pour qu'elle soit pertinente. L'idée, c'est pas pouvoir communiquer ce qu'on veut comme on veut, il faut prendre en compte les équipements qui sont plus polluants et pas passer à côté, communiquer un chiffre assez beau pour tout le monde. Et puis comment on a donc les résultats et les facteurs d'émission sont calculés. Et donc j'imagine qu'il y a un portail qu'on peut utiliser, il y a un calculateur, il y a quelque chose. Alors oui, grâce à Act for Better Planet, on a pu également, et ça c'est plutôt particulier à ce PCR, PCR, Product Category Rule, en français c'est référentiel de catégorie produit. On a pu faire deux choses supplémentaires, en plus de juste rédiger une méthodologie qui est déjà énorme. On a également créé un mini-calculateur qui permettra finalement à n'importe quelle entreprise de pouvoir avoir des ordres de grandeur de l'impact environnemental de son réseau local d'entreprise ou l'impact environnemental d'un heure de visio avec 100 participants, etc. Et en complément de ce calculateur, celui-là en cours de rédaction, on rédige un livre blanc qui met en perspective la méthodologie, les résultats des cas pilotes et comment utiliser le calculateur. Et finalement, quels sont éventuellement les atouts et les limites de l'ensemble de ces éléments. D'accord. Quand est-ce qu'il sera disponible, ce livre blanc? Alors, je dirais comme pour le livre blanc Data Center, première quinzaine de décembre. D'accord. Parfait. Là, on va passer. Désolé, je voulais juste compléter, comme tu m'avais ouvert, j'étais pas pertinent sur le coup. Non, ce qui était important, la difficulté de l'exercice, c'est quand même, quand on dit on va mesurer l'impact sur cette partie réseau télécom, c'est là où ça commence, là où ça s'arrête. Et donc, ça a été quand même l'essentiel des discussions. Est-ce que le routeur qui me permet de me connecter à un fournisseur d'accès, il est dans mon périmètre ou non, il est dans l'autre périmètre? Ah bah oui, il se trouve qu'il
ils l'ont mis quand? Ah bah donc voilà. Donc il faut quand même, c'est une grande partie des travaux et tout aussi l'intérêt d'avoir travaillé avec APL qui a travaillé sur les autres référentiels, donc c'est l'imbrication entre les différents référentiels, ça c'était un point important. Et puis un gros point de discussion, c'était comment on mesure les choses. Un réseau, qu'est-ce que c'est? C'est comme une start-up. Si quelqu'un a une définition de start-up, ça veut bien. C'est pareil pour la définition du réseau. Réseau simple, réseau avancé. Voilà, on a eu beaucoup de discussions pour savoir comment on mesure vraiment ces choses. Donc c'était des discussions très concrètes. J'espère qu'on a réussi à aboutir. Je voulais juste rajouter ce petit point. Et puis la dimension multicritère que tu as très bien rappelé, qui était un point important. Et tu l'as aussi dit, mais c'est vraiment un point aussi important, c'est le fait de mettre à disposition un calculateur. C'est un des seuls référentiels où c'est pas que un document à lire. C'est un outil qui va vous dire, listez vos équipements et à la fin, vous achetez sur le bouton et vous aurez votre impact environnemental. Son accès est gratuit et libre. Tout à fait, il sera disponible sur la librairie ADEME, donc à peu près le 8 décembre, ce sera juste pour le cadeau de Noël. Alors maintenant, on va passer peut-être à Marilyn et à Sébastien, qui ont été les bêta-testeurs justement du calculateur. La première question, c'est comment est-ce que vous l'avez utilisé? Alors, on l'a utilisé chez nos clients entreprises, qui sont le reflet et la réalité des réseaux d'entreprises en France. On avait décidé, Romuald vient de parler de la difficulté de définir le réseau même. Donc, en ce qui concerne Infracom, et il y a encore un parc avec beaucoup de solutions numériques, donc de solutions simples, réseau simple, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet. Et Sébastien, lui, est intervenu sur le réseau avancé, le réseau avancé. Donc, on est allé chez nos clients, tout simplement, et puis on a recensé les équipements qui permettaient de délivrer le service, et avec certaines définitions de service pour après dire est-ce que c'est ça avancé. D'accord. Et je dirais, une question que j'ai, c'est qu'est-ce que vous en avez retiré? Quels ont été les enseignements, justement? Alors, ils sont nombreux, franchement nombreux, et je suis vraiment enchantée d'avoir participé à cette aventure parce que j'ai beaucoup appris déjà, et donc, alors que je suis dans le numérique, ma conscience, on va dire, qu'à sa naissance, et là, je vois tout le travail que nous, on va avoir à faire sur le terrain pour sensibiliser nos clients et que d'une prise de conscience, on puisse passer à une conviction qu'il faut absolument agir. Et je pense que c'est le bénéfice qu'apportera le calculateur dans la mesure où il va permettre de faire un état et de se projeter et de se fixer des objectifs clairs et nets. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'éco-responsabilité. Le fait d'avoir un calculateur et de dire voilà, on fait un état et on sait là vers le pas, ça va être un vrai bénéfice. On parlait aussi de clarté du message à délivrer. Je pense que plus on est sensibilisé nous-mêmes, plus on pourra délivrer l'information auprès de nos clients. Et on parle de rester dans les grandes entreprises, mais dans les petites entreprises, c'est un sujet bien souvent abstrait, voire méconnu. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question pour Sébastien, finalement. Une question pour moi. Alors, peut-être définir ce qu'est un réseau local, je ne sais pas si on n'a pas trop défini. Peut-être parler du réseau local d'entreprise. Alors, en anglais, on dit le terme de LAN, le Local Area Network. On oppose au WAN, le Wide Area Network, qui sont donc le WAN, c'est les accès Internet, ou les accès des grands VPN intersites, qui sont opérés par les opérateurs. Là où le LAN, c'est tout ce qui est votre réseau de l'entreprise. Donc, effectivement, la barrière avec, à la maison, ça serait la box. En entreprise, c'est le routeur opérateur, et derrière, on va avoir des équipements qui sont des switches, qui sont des bandes Wi-Fi, mais qui sont aussi surtout l'ensemble des équipements qui sont interconnectés dans ces réseaux et qui échangent de la data entre eux. Donc c'est ça le réseau local de l'entreprise, c'est le câblage physique, donc il faut déployer, c'est les équipements actifs qui permettent de faire transiter la data, et les équipements, les devices, les utilisateurs qui génèrent, qui créent cette data, qui la stockent et qui la forward sur le réseau. Et donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Romuald,
dans le cadre de ce groupe de travail, on a été amené à tenter de définir la différence entre des réseaux qu'on a dit plus simples et des réseaux qu'on a dit plus avancés. Alors c'est compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de normes de réseau simple ou de réseau avancé. En entreprise, il y a surtout des réseaux qui répondent à des besoins métiers, à des enjeux opérationnels, à une stratégie business de l'entreprise. Un chef d'entreprise, lui qui veut que ses collaborateurs ils puissent travailler dans des bonnes conditions et que ça tourne correctement, donc qu'on mette en place des infrastructures qui répondent à ces besoins-là. Et donc effectivement, on peut se dire, bah, tiens, les petites entreprises ont peut-être des plus petits besoins réseau que les grosses entreprises. Alors, pareil, c'est pas forcément vrai. On prend un cas très concret dans nos clients, où effectivement, on va avoir un centre d'appel qui gère les urgences greffes de toute la région parisienne. Chez nous depuis 5 ans, par exemple. Ces gens-là, c'est une toute petite structure qui est filiale d'un très grand groupe, pour le coup. Ils ont des enjeux de disponibilité des infrastructures locales qui sont bien plus importants qu'une grosse SS2I parisienne qui a des consultants qui sont 90% du temps chez leurs clients. Donc effectivement, on ne peut pas définir un réseau simple ou un réseau avancé non plus par rapport à la taille de l'entreprise. En fait, c'est plutôt par rapport aux enjeux métiers et ce à quoi elle va répondre en termes de aux usages, exactement. Et donc effectivement, les discussions sont doucement convergées vers peut-être que la définition d'un réseau simple versus un réseau avancé, ça va donc être les engagements de disponibilité. Pas forcément d'engagement contractuel, et on a beaucoup parlé que dans les métiers, côté opérateur télécom, les clients sont habitués aux engagements contractuels, avec les égalités associées, si jamais la disponibilité n'est pas là, si les garanties de temps d'établissement, de temps d'intervention ne sont pas respectées. Dans les réseaux locaux, c'est un peu moins présent, ça existe peut-être moins, dans les petites structures, mais ça existe plus dans les grosses structures, mais c'est donc des engagements de moyens, des engagements d'infrastructure. Et peut-être une petite valeur avant de remplacer la main. Souvent, quand on va demander à chaque entreprise la disponibilité de votre service, vous pouvez comment 100% du temps. C'est une évidence. Ok. Bon, alors le 100% est pratiquement impossible. Hein. La vraie vie, même si c'est du matériel électronique, c'est la vraie vie, ça tombe en panne. Donc il y a le 99,99%, une valeur référence dans les data centers, par exemple, le 5.9, le 4.9. 99, 999, 99, 99, les data centers qui sont effectivement des services qui nous permettent, nous, après, de nous connecter via les réseaux locaux. Dans le réseau local, historiquement, on hébergeait beaucoup de choses aussi. Quand on hébergeait ces autocoms, ces solutions téléphoniques d'avant hébergées en local dans l'entreprise, effectivement, ça soit relativement disponible. Aujourd'hui, tout ça est en data center. Donc, on a déporté le besoin de disponibilité de ce qu'on hébergeait en local dans les data centers. Donc du coup, on peut se dire, on peut peut-être baisser le besoin de disponibilité au réseau local. Et donc le passage de 99, 99, 99, 95, 99,5% du temps, on passe de 52 minutes d'indisponibilité par an à potentiellement 4 heures d'indisponibilité par an, voire 4 heures par mois. Le premier usage aussi des économies financières, finalement. Oui, voilà, alors on a évoqué tout à l'heure aussi, la finance souvent drive beaucoup les projets. La finance peut effectivement avoir un bel impact environnemental. C'est un peu comme pour choisir une voiture, on veut avoir une voiture électrique, on n'est pas obligé de choisir la Porsche Taycan ou la Tesla Model S, tout le monde désolé, ça fait le job. Et ça, alors le débat sur la voiture électrique, on ne va pas refaire tout le débat, il y a plein de débats. L'important effectivement à la base, c'est que, et pour revenir à cet outil, ce calculateur qui est fait, il va nous servir à nous auto-challenger. On parle d'un constat aujourd'hui, par les mois sur nos réunions, on a pu calculer, en tout cas mettre en place la data pour que les calculs soient réalisés, et ensuite effectivement on va se challenger. J'ajouterais peut-être quelque chose, c'est que on parlait de résilience, de redondance, etc. C'est comme les assurances, vous en avez sur votre carte bancaire, vous en avez sur ça, peut-être se dire sur une nouvelle ligne téléphonique, les principes, il y a des renvois dynamiques, etc. Est-ce que je vais oublier le serveur pour avoir ça alors que je l'ai au travers des lignes en fonction de la criticité de l'entreprise, comme disait Sébastien, on peut peut-être mesurer et réduire en multipliant par. Pas le fait de mettre ceinture Eurotel quand on a besoin juste de la ceinture. Voilà, exactement. Et aussi les réseaux locaux d'entreprise évoluent aussi, puisque avec l'essor du télétravail, les gens sont moins souvent au bureau, donc effectivement
effectivement, on accède à nos outils qui historiquement étaient dans l'entreprise hébergée en local, maintenant en cloud, via effectivement le réseau privé d'entreprise, qui soit filière ou sans fil, le Wi-Fi ou le réseau privé mobile, mais également depuis la maison. Pareil, il y a sa connexion Internet à la maison ou sa connexion sans fil. Donc de toute façon, les réseaux locaux d'entreprise, potentiellement, on peut être en mesure de réduire le besoin d'infrastructures hautement résilientes en local en entreprise grâce à l'essor de la multitude des connectivités possibles aux vraies infrastructures cœur des entreprises qui sont plus en local chez elles mais hébergées dans des clouds. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour le partage. Alors, maintenant, je veux dire, on va peut-être parler de la suite, finalement. J'imagine que ça va pas rester là. Romuald, qu'est-ce qui est prévu après? Alors, juste avant de parler de la suite, je voulais partager, qu'on a fini très tard dans la nuit, nos calculs, parce qu'on ne voulait pas vous laisser avec aucune information, juste une méthodologie. C'était pas le style de logique, encore une fois, on est dans le doing, donc on aime bien faire. C'est juste histoire de partager avec vous des échelles de valeur. C'est pas l'alpha l'oméga, parce que c'est justement la suite qu'on va présenter et qui donnera ensuite. Là, on s'appuie sur 2 cas d'école qu'on a essayé dans le cadre de la méthodologie, de rendre le plus représentatif possible. Et donc, on essaie d'en tirer en quelques heures 2-3 statistiques. Donc, des fois, j'ai mes petites anti-sèches, je ne les ai pas encore mélangées. Donc, au niveau de la répartition des impacts, comme je disais, c'est une vision, une analyse CV, donc multicritères. En effet, on se rend compte que dans tous les impacts environnementaux, le CO2 est celui qui présente souvent le plus d'impact, et c'est pour ça qu'il sert de référence. Mais en vrai, il y a plein de choses. Donc, sur le premier schéma à gauche, on voit que la différence entre l'or et le bleu, c'est fabrication-utilisation. Donc voilà, les impacts, l'usage numérique, c'est fabrication-utilisation. Et en fait, en fonction du critère qu'on regarde, on voit que c'est pas la même chose, évidemment. On sait que l'impact gaz à effet de serre, c'est beaucoup la production, du fait de l'extraction de matière et toute l'énergie qu'on a besoin de mobiliser pour aller chercher dans 16 kilos de terre 1 gramme de chipset. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'impact au niveau CO2. Par contre, si on regarde les radiations ionisantes, là on voit que c'est beaucoup plus l'utilisation. Forcément, pour l'énergie, on fait tourner la centrale nucléaire, donc c'est forcément là que ça prend. Donc voilà, le CO2 c'est un indicateur, mais il faut vraiment tout se faire regarder. Ensuite, l'autre enseignement, c'est on parlait du réseau local, et la table ronde d'avant, on parlait du data center, donc celui qui héberge. Et en fait, donc là, sur la droite, la différence bleu-or. Bleu, c'est le réseau, c'est le périmètre qui est défini, Sébastien et Marie. Or, c'est toute la partie hors IT, quoi. Enfin, les onduleurs, la clim, les mètres carrés de local technique, etc. Donc on voit que selon l'indicateur, c'est pareil, c'est pas toujours que l'un ou que l'autre. Donc voilà. Ça, c'est des points de repère qui sont importants. Donc ça, c'est sur l'aspect relatif, voilà, comment les liens entre les différents critères. Et puis après, on a essayé de travailler, donc vous donner, une fois qu'on a dit que ça c'est la répartition, des mesures, quelques mesures brutes. Donc voilà, on les partage avec vous, et comme je le disais, cette matinée, elle sera retranscrite dans une vidéo, donc, et on partage tous nos livrages, donc vous aurez aussi ces slides. Vous avez on a essayé de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Je ne vais pas revenir sur le CO2, c'est des choses, les 600 km, tout ça on connaît déjà. Voilà, en effet, vraiment retenez les échelles de valeur. Sur la partie, donc on sait que l'émission de gaz à effet de serre, l'énergie, c'est un truc important. Mais dans le numérique, ce qui est aussi très important, c'est l'épuisement des ressources. On vit sur une planète avec des ressources finies, et donc il faut mesurer l'épuisement de ces ressources. Là, on a un équivalent aluminium qui fait que sur un réseau équivalent de 250 collaborateurs, en fonction qu'il est plus simple ou avancé, donc simple c'est basique, le minimum vital on va dire, et l'avancé c'est ceinture et bretelle. Pour reprendre l'image. Donc on passe de 19 000 canettes par collaborateur à 30 000 pour un réseau avancé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on consomme en matière sur un an d'utilisation du réseau d'entreprise.
Donc on voit qu'il y a à peu près 1,5 fois la différence de la disponibilité. Le choix, est-ce que j'ai besoin que ça tourne à fond tout le temps, 100% du temps, c'est 1,5 sur l'épuisement en ressources. Donc c'est vraiment important. On le sait tous déjà dans ce thème, mais là ça le mesure, ça le donne concrètement. Sur l'unité fonctionnelle d'après, merci, c'est une super Annie Pujol. Donc l'autre unité fonctionnelle, c'était l'appel voix, l'appel audio. Donc on a défini sur 1 minute. C'est vrai que 5 minutes, c'est mieux. Je disais 5 minutes tout à l'heure. Bon, voilà, ça ne donne pas grand-chose. C'est une échelle de valeur. Donc le livre blanc dont on fait allusion va nous permettre de nous amuser avec des chiffres, c'est-à-dire ok, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle. Voilà. En tout cas, ce qui est à retenir là, bon bah, vous voyez, 1 minute d'appel de voix à voix. Alors là, on n'est même pas GSM à GSM via le 4G. Chacun est sur son téléphone en Wi-Fi et appelle un collègue, qu'il soit sur le même site ou sur un site différent. Ça représente 2,5 mètres de voiture. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé. On est sur 1 minute pour 2 personnes. Donc on va s'amuser à vous décrire ça dans notre livre blanc. Voilà, j'essaie de ne pas spoiler, mais je vais vous donner des informations. Et puis la dernière unité fonctionnelle, c'est la visio. Alors le débat, est-ce qu'il vaut mieux télétravailler ou aller tous se retrouver à Marrakech pour faire une bonne réunion? Voilà, notre président est intervenu dans une émission de BFM, il expliquait que l'impact du numérique, tu me corriges si je me trompe, mais c'est de l'ordre de 0,5 kWh la journée télétravail. Et par contre, ma consommation de chauffage, c'est 24 kWh. Donc après, il faut toujours relativiser tous ces chiffres. La question du télétravail, c'est pas que l'impact de la vidéo, c'est ce que je mobilise pour rester à la maison si je tiens mon 19 degrés. Donc là, ce qu'on retient, c'est que une heure de visio à 200 personnes, ça émet autant de CO2 que toute la journée d'une personne. Et si tout le monde éteint sa caméra, on réduit tout ça de 20 fois. Donc on a répondu à la question, est-ce qu'il vaut mieux que je coupe ou je ferme ma vidéo? Moi je vous avoue qu'on fait cette conférence aujourd'hui avec, on a à peu près 80, je crois, Alex, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, avec 80 écrans noirs devant moi. Voilà. Mais ce serait moins impactant. Après, est-ce que mon message passerait aussi bien? Est-ce que je verrai votre réaction? Voilà. C'est tout ça qui compte dans la vraie vie. Voilà. Donc c'était les petits chiffres qu'on souhaitait partager avec vous. Vous aurez tous les détails dans le livre, et les déclinaisons dans le livre blanc. Donc la prochaine étape, c'est ce livre blanc. Derrière, on va fournir le calculateur. On vous engage tous et dans tous vos réseaux à le diffuser très largement. Et à la fin, de partager vos résultats. Parce que c'est ces résultats partagés qui donneront des recommandations et qu'on repartagera avec vous. Donc c'est qu'une première étape, ce référentiel. Comme le baromètre de la GIF qu'on fait tous les 2 ans, avec 2-3 ans en ce moment, qui mesure la maturité d'entreprise sur le sujet Green IT, ce même exercice, on essaiera de le faire régulièrement pour voir où on en est et comment on peut tous avancer collectivement. Très bien, on va conclure. Merci en tout cas pour les slides. C'est juste pour préciser qu'effectivement, donc, on a la méthode, on a des chiffres, mais l'idée derrière le livre blanc, c'est aussi de travailler sur, une fois qu'on sait qu'un collaborateur consomme 19 000 canettes d'aluminium, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc on travaillera aussi sur des leviers d'action, des leviers d'action pour pouvoir améliorer ces résultats. Et puis globalement sur les référentiels, c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre, c'est mesurer, avoir une image à un instant T de notre impact, se challenger et faire évoluer soit nos technologies, soit nos choix pour pouvoir améliorer ces impacts environnementaux et surtout pas les prendre pour se comparer. On n'a pas assez passé le message, mais c'est vrai que du fait de tous les débats qu'on a eus entre qu'est-ce qu'un réseau simple, qu'est-ce qu'un réseau avancé, finalement un réseau simple, un réseau avancé vont peut-être utiliser la même méthodologie, avoir des résultats complètement différents et complètement identiques selon que ce soit une start-up ou pas. Donc l'idée c'est vraiment pas de se dire parce que c'est le même référentiel que c'est comparable, pas du tout. Il faut garder en tête toutes les caractéristiques du réseau qui ont été prises en compte pour pouvoir faire la mesure et ce qu'il faut regarder surtout c'est l'action.
plastique. Enfin, bon, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, alors, moi je trouve que ce livre blanc est top, et vraiment la calculatrice, j'en suis très content. Donc c'est un outil, et cet outil il est fait pour être utilisé. En entreprise, on a deux types d'entreprises. Celle qui a la capacité d'avoir un DSI et donc de pouvoir s'appuyer sur ce DSI pour gérer toutes les problématiques numériques, et puis celle qui n'a pas cette capacité et qui va s'appuyer sur un intégrateur, opérateur de proximité, qui va jouer ce rôle de DSI externalisé. Cet outil, il est fait pour eux. Il est fait pour permettre d'agir, donc comprendre, c'est commencer à agir, hein, donc d'abord comprendre d'abord, par exemple, hein, il y a plusieurs possibilités. Je reçois un devis qui vise à remplacer mon réseau informatique, réseau et télécom. J'ai la capacité, grâce à la calculatrice, de mesurer l'empreinte carbone de ce devis. Et donc de comparer peut-être avec un autre devis. Deuxième chose, une fois par an, l'entreprise peut se dire, je vais mesurer l'empreinte carbone de mon installation, réseau et télécom, donc de mon LAN, et puis je vais pouvoir peut-être prendre des actions qui vont me permettre de réduire pour l'année prochaine. Le prolongement de la durée de vie, c'est un bon exemple. Peut-être pas mettre, comme on disait, une installation à forte résilience quand j'en ai pas besoin, quand je vais penser le remplacement. Donc ça, c'est vraiment sur la capacité d'agir sur le réseau, les équipements hardware. Et puis, on a des usages. Un outil est aussi fait pour permettre de comprendre les usages des collaborateurs et les sensibiliser. Aujourd'hui, un opérateur entreprise va pouvoir utiliser ce référentiel pour informer son client des usages visio et de leur impact, des usages audio et de leur impact, et donc mettre ça dans la facture. J'ai un prix par minute, j'ai une consommation énergétique, environnementale par minute. J'ai un prix audio de la visioconf, il n'est pas vraiment... De toute façon, la problématique dans nos métiers réseau et télécom, c'est que finalement, dans l'usage, on ne compte pas puisque tout est illimité. Hein. C'est compris dans le forfait. Donc, l'empreinte écologique, elle n'est pas comprise dans le forfait. Donc, l'objectif, c'est pouvoir, à travers la facture, donner ce détail des consommations audio, détail des consommations visio, mais détail aussi, et pas simplement en prix cette fois, de l'empreinte environnementale de ces consommations. Et donc, donner à l'entreprise les moyens de comprendre pour agir vis-à-vis de ses collaborateurs ou dans le cadre de ses achats et de renouvellement. Donc, l'appel à l'action, c'est utilisez-le, faites-nous des retours. Mise en application. Voilà, et on espère avoir une B2 très bientôt. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous.